Merci Jean-Louis. Écoutez, je vais accueillir donc pour cette table ronde qui concerne l'accompagnement des PME de l'écofilière, donc Isabelle Penaud. Je t'en prie. Je te laisse prendre place. Damien Romanet, Alexandre Harel et Éric Marty. Donc Isabelle Penaud, donc directrice de la filière éco-activité de Paris Région, Damien Romanet, donc directeur général adjoint de l'agence régionale de développement, Éric Marty, qui est associé chez Emertech et donc société de capital risque, et puis Alexandre Harel, qui est à la fois responsable de Pacte PME, puis c'est aussi important, responsable des relations partenaires chez Cofili et Ineo. Alors, je vous remercie donc de participer à cette table ronde. Ce qui est intéressant pour maintenant, c'est qu'on a vu un peu ce qu'on faisait, ce qu'on était capable, ou ce qu'on ambitionnait de faire au niveau international. On a vu comment on essayait de structurer comment dirais-je, de s'armer pour maîtriser mieux comment dirais-je, l'académique, la recherche pour accompagner et comment dirais-je, soutenir tous les développements industriels. Et alors maintenant, on va essayer de faire une table ronde beaucoup plus, peut-être plus de terrain. Peut-être pas tout terrain, parce que ce serait mal dire, mais plutôt ancré dans la réalité. Et je vais vous demander à chacun comment, au travers les structures ou les activités que vous menez, comment vous accompagnez en fait les PME aujourd'hui et quelles solutions, quels moyens simples, pas toujours lisibles, vous mettez à notre disposition, nous les PME, pour en fait développer et contribuer à cette écofilière. Alors je vais donner la parole à Damien. Donc Damien, j'ai deux points, je crois, qui pourraient nous éclairer. Qu'est-ce que Paris Région Entreprise? On en a parlé tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que le plan régional d'internationalisation des entreprises? Il y a des sigles associés. Et puis, on parlera peut-être, s'il nous reste quelques minutes, du troisième étage de la fusée, mais s'il nous reste du temps. Damien. Oui, c'est effectivement une fusée à trois étages qui mérite d'être expliquée parce qu'on a PRE, Paris Région Entreprise, qui d'abord est un service d'accompagnement des entreprises. On a le PRIE, le plan régional d'internationalisation des entreprises, et puis il y a le troisième étage que André a évoqué tout à l'heure, qui est l'arrivée d'une agence qui va être là pour mettre tout ça encore plus en musique. Alors, le point de départ, Paris Région Entreprise, c'est un service qui a été créé à l'initiative du Conseil régional, qui était parti du constat que tu as souligné tout à l'heure, à l'instant, en disant qu'il y a peut-être un petit problème de lisibilité dans la richesse de tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises, en particulier en Île-de-France. Il y a une diversité, il y a une richesse, mais c'est tellement divers et tellement riche que ça finit par être une difficulté. Face à ça, le Conseil régional a considéré qu'il fallait essayer de simplifier, de rendre plus lisible. Et on a toujours un écueil au moment où on veut simplifier, c'est de créer un nouveau truc qui rende les choses encore plus compliquées. Donc, pour éviter ça, il a demandé à 4 organismes, dont celui dont je fais partie, de se fédérer. Déjà, on était 4 à se fédérer pour essayer d'apporter un service ensemble et non plus de chacun arriver en tuyau d'orgue auprès des entreprises. On a travaillé avec le conseil régional pour concevoir un service qui était plus un réseau qui mettait l'ensemble des compétences des uns et des autres au service de l'entreprise. L'idée, c'était vraiment de mettre l'entreprise au centre de la préoccupation. Et pour ça, on a bien évidemment chacun des organismes, vous avez des logos qui sont affichés, la Fonderie qui est un organisme du numérique pour le conseil régional, le lieu du design qui, comme son nom l'indique, travaille sur le design, et le centre francien d'innovation qui travaille sur l'innovation comme son nom l'indique, et nous-mêmes qui étions plutôt sur l'international et avec un petit pendant sur la transition écologique. Bien sûr, on avait tous ces services qu'on pouvait mettre au service des entreprises qu'on accompagne. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin et de se dire, on va essayer d'agir comme un réseau intégrateur et d'aller piocher dans tout ce qui existe en matière d'accompagnement. Donc, comment ça se passe concrètement? Concrètement, ça veut dire que chaque entreprise qui rentre dans le service Paris Région Entreprise a un référent. Et ce référent, il s'appuie sur une équipe de spécialistes dans chacun des domaines qui eux-mêmes vont chercher dans tout ce qui existe, que ce soit public ou privé, les solutions
aux problématiques de développement ou aux opportunités qui pourront être soulevées dans le dialogue avec l'entreprise. Et tout ça dans la durée. Un des avantages d'une démarche comme celle-là, c'est que peu importe pour l'entreprise de quelle structure est le référent. Le référent, c'est pas son sujet. L'entreprise, elle a quelqu'un en face d'elle qui va répondre à ses questions et qui va globalement lui simplifier ce qui ne devrait pas être compliqué. Et donc, à travers ce travail-là, on a commencé à tisser des relations avec chaque entreprise, des relations de confiance dans la durée, qui font que plus on avance et plus on a des choses à apporter, et non plus dans des logiques de tuyaux d'orgue ou de boutique, si vous me passez l'expression, mais vraiment sur une logique où le référent il est aux côtés de l'entreprise. Donc ça, c'était une démarche qui a démarré il y a presque 2 ans maintenant, il y a 2 ans, puisque c'était en février 2012, et qui commence vraiment à prendre toute son ampleur. Et cette logique même de réseau, elle a porté ses fruits, puisque aujourd'hui, au-delà de ces 4 organismes, il y a d'autres organismes qui intègrent le réseau. En particulier, Cinéma de développement, dont Sonia est une représentante ici, a mis dans le réseau un conseiller, qui est un conseiller référent, qui est de Seine-et-Marne, et qui travaille avec tous les autres, avec exactement en partageant les mêmes outils, les mêmes méthodes. Encore une fois, peu importe pour l'entreprise de quelle structure est ce référent. Mais il s'appuie sur l'ensemble du savoir-faire de tous les autres. Donc à chaque fois qu'un référent rentre dans le réseau, il s'appuie sur l'ensemble. Et l'entreprise qui est en face de ce conseiller bénéficie du savoir-faire de tous. Et donc ce réseau-là, il est en train de se développer. Il s'appuie sur, en particulier, les plans filières pour chacune des filières. Et on a travaillé avec Isabelle sur l'articulation du plan filière avec ce réseau-là. Et le point d'entrée pour vous, entreprise de la filière, sur ce réseau-là, c'est Advancity. Parce que Advancity va avoir son conseiller référent qui va pouvoir mobiliser l'ensemble de tout ce qui est possible et que nous mettons à disposition. Donc Advancity est votre point d'entrée sur ce réseau-là. C'est vraiment un réseau fédérateur, un réseau intégrateur qui se retrouve du côté de l'entreprise pour les opportunités de l'entreprise. Ça, c'est Paris Région Entreprise, le service. Après, sur cette logique-là, quand Nicole Brick a demandé aux régions de prévoir un plan régional d'internationalisation des entreprises, la région a estimé que cette logique intégratrice, fédératrice, elle n'était pas mauvaise. Et elle a constitué un réseau. Et alors là, tous les logos ne sont pas sur le slide, hein, il y a beaucoup plus de gens que ça, qui doivent fonctionner un petit peu dans la même logique, avec une couche supplémentaire qui va être l'orientation. Le plan régional d'internationalisation des entreprises, c'est ce collectif au service de l'entreprise orienté international. Mais c'est la même logique, c'est une logique fédératrice que la région a choisi de co-animer avec la RD. Et donc c'est exactement sur cette même logique que si vous avez besoin d'un renseignement sur l'international, si vous voulez aller à l'international, vous avez aujourd'hui une adresse mail export@paris-région.com. Il y a un site internet qui est lié. Et derrière ça, eh bien, c'est l'ensemble des organismes de l'internationalisation des entreprises qui sont là pour vous aider, et pas les uns à côté des autres, mais ensemble. Voilà. Et le 3e étage de la fusée, si je ne vous ai pas complètement perdu, c'est la nouvelle agence. Parce que pour mettre tout ça en musique, le conseil régional vient de décider, j'allais dire, de créer une nouvelle agence. Pas tout à fait créer une nouvelle agence, puisque c'est une nouvelle agence, mais dans laquelle vont venir se fusionner, disparaître pour mieux renaître mon agence, Paris Région maintenant Paris Région Entreprise, hier ARD, et le Centre français d'innovation, qui vont devenir donc Paris Région Entreprise, l'agence, et qui aura en charge de mettre en musique l'accompagnement des entreprises sur le territoire en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, aussi bien pour l'orientation que pour l'accompagnement. Je voudrais souligner, en fait, effectivement, pour avoir expérimenté différents guichets, différents supports, organisations qui supportent les entreprises, les PME,
D'abord qu'il y a beaucoup de très bonnes réponses. Je pense que c'est FI, c'est quand même très intéressant de souligner le travail qui est fait par cet organisme au profit des petites entreprises et moyennes, et c'est suffisamment important pour le souligner. Et puis l'ambition donc, que tu mets en avant, qui est effectivement d'organiser maintenant et probablement enfin en réseau l'accès à l'ensemble des dispositifs qu'il y a sur notre territoire. Ils sont très nombreux et très efficaces, mais pas forcément bien compris. Et peut-être au-delà, l'ambition, on en a discuté aussi, du guichet unique, avec toute la problématique de maîtrise des processus, des modes opératoires, pour être certain que, lorsque le chef d'entreprise s'adresse à un guichet ou pousse une porte pour obtenir un support, il ait bien une réponse qui le mène à destination et pas qui le perd en route. Voilà. Je pense que l'horreur, en tout cas dans mon métier, c'est de donner un numéro de téléphone à quelqu'un qui lui-même lui donne un autre numéro de téléphone et qui finit par revenir. Pour moi, ça c'est le cauchemar, c'est le cauchemar total. Et Paris Région Entreprise veut être un peu l'opposé de ça. Et contrairement au guichet unique, où on imaginerait qu'il n'y ait qu'un seul canal, ce qui pour moi est un peu un mythe. L'idée, c'est plutôt de fédérer les acteurs et que tout le monde apporte la meilleure réponse. Quelle que soit la porte à laquelle vous tapez, vous avez la réponse. Voilà. Et donc l'ambition, c'est plutôt de fédérer pour que finalement, il n'y a pas de mauvaises portes, il n'y a que des bonnes portes. Ok. Écoute, merci beaucoup Damien. Je vais rebondir donc sur cette ambition donc de référent donc filière éco activité, puisque Isabelle au sein d'Adensity donc anime et dirige donc cette filière. Je vais juste pour introduire le schéma faire un peu d'histoire, mais c'est pas si vieux que ça. C'est souligner en fait la confiance des partenaires financiers donc du pôle qui ont décidé et appuyé le fait de nous déléguer la mise en œuvre et l'animation de cette filière écoactivité. Voilà, donc Isabelle va nous présenter en quelques minutes donc ce que c'est, comment ça fonctionne, quelle est notre ambition et qu'est-ce qu'on peut, quel est le retour, j'allais dire sur investissement pour chaque PME qui s'adresse à nous. Merci Philippe. Effectivement, la confiance des financeurs, nos partenaires, donc le Conseil régional, l'État via la directe et puis le soutien aussi financier de l'Europe. Mais c'est une confiance qui part aussi d'une histoire, puisque déjà entre 2011 et 2013, on avait piloté un premier plan filière. Juste, je rappelle sans doute des chiffres que tout le monde connaît déjà, mais la filière des écoactivités, les derniers chiffres, c'est 127 000 euros. C'est 17,3 milliards de chiffre d'affaires. Donc nous, on a eu une première période d'accompagnement à la croissance de cette filière clé pour l'économie francilienne entre 2011 et 2013, et on a déjà pu mettre en place un programme qui a bénéficié à 300-350 entreprises. Donc on ne partait pas de rien. En 2014, on va passer la vitesse supérieure. Comme le disait Jean-Louis Marchand, on a une ambition qui est forte de continuer l'ancrage du pôle au sein de l'ensemble du tissu d'entreprises de l'Île-de-France, avec une logique de croissance plus 500 adhérents en 3 ans. Bon, j'ai un petit peu la pression, je dois dire. Mais bon, j'ai toute confiance puisqu'on a les partenaires pour. Je pense que c'est aussi l'objet de cette table ronde que de démontrer cette cohésion. Et puis, je crois que la question de fond, l'objectif de fond, c'est d'être un véritable partenaire de la croissance des entreprises, surtout dans la transformation de l'essai, si je peux prendre cette image, c'est-à-dire de passer de l'innovation au marché. Et on sait que ça, c'est une étape difficile. Donc, on a bâti une offre qui est en cours, on est en phase de production. Donc, vous en verrez bientôt la retranscription en catalogue. Et puis, comme le disait aussi Jean-Louis Marchand, on va lancer très rapidement dans les jours qui viennent ce label entreprise innovante des pôles. Mais je dirais comment on a construit cette offre. On a les grands éléments de cadrage. On a voulu que ce soit complet, c'est-à-dire que ça vienne répondre vraiment à toutes les questions qui vont se poser à une entreprise dans son parcours croissance, appuyer sur tous les leviers. Ça, c'est un premier point. On a voulu que ce soit attractif, c'est-à-dire que ce soit pertinent en termes de contenu, mais également en termes de coût. Voilà, on a cherché à avoir des tarifs assez avantageux pour donner accès à ces services aux entreprises. Un troisième point, je pense que c'est aussi une question un peu fondamentale, c'est avoir plus de visibilité sur l'impact de ces actions. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut pouvoir voir que l'entreprise, au travers de ce programme-là, d'une façon directe ou indirecte, elle a progressé dans son activité.
mais on veut aussi pouvoir avoir des indicateurs de performance à l'échelle de la filière en termes de création d'emplois et de valeur. Ça, je pense que c'est un troisième point. Et le quatrième, c'était, je dirais, quelque chose d'assez basique, c'est ne pas refaire ce qui existe. Donc, c'est de travailler avec ceux qui sont déjà sur le terrain et sur lesquels on vient en complément sur notre expertise des métiers et des marchés. Voilà. Je veux souligner un point important, c'est que là aussi la perception des PME qui nous ont sollicité souvent jusqu'à maintenant au niveau des COS, on venait nous voir essentiellement au moment où on innovait, donc on ne connaissait pas la vie avant, on ne connaissait pas la vie après. Ce qui a changé, c'est qu'à un moment donné, donc on a l'année dernière donc intégré donc les critères de développement, c'est-à-dire en fait de soucis de plan d'affaires, de création de valeur, création d'emplois, ce qui permet de qualifier des projets innovants et de valider des consortiums qui portent une innovation de manière beaucoup plus pertinente. Et ce qui nous impose de fait à faire ce qu'on trouvait aussi, là, je rejoins Jean-Louis, dans d'autres grands pôles, c'est-à-dire une capacité d'accompagnement de l'entreprise sur toute sa vie, c'est-à-dire avant, en développement commercial, en développement international, en consolidation structurelle, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va avoir, je dirais, la totalité du dispositif de soutien, alors en partie en interne, mais en partie en externe, avec des partenaires de différentes catégories, des partenaires financiers, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi cette capacité aujourd'hui, le pôle doit pouvoir et va pouvoir apporter l'ensemble du soutien, quelle que soit la demande. Oui, c'est exactement ça, sans devenir non plus quelque chose qui fait tout, hein, c'est en s'appuyant sur ces relais. Peut-être donner quelques idées clés là, si j'ai encore quelques minutes sur les volets qu'on va dérouler. Sur l'innovation, c'est notre cœur de métier. On a tenu à consolider notre offre de services avec un accès privilégié, notamment sur l'aspect fondamental qui va être la maîtrise de l'API grâce à un partenariat avec l'INPI. Donc, maîtrise de la propriété industrielle, les entreprises auront accès à du conseil, à de l'expertise, en fait, à des tarifs privilégiés. Le marketing du produit, donc la visibilité sur le marché dès le moment où on se lance dans un projet R&D, ça c'est essentiel. Et puis, à une échelle un peu supérieure, la construction de vitrines de l'offre de PME en réponse à des besoins des collectivités ou de donneurs d'ordre. Ça, c'est un point clé qu'on va retrouver aussi de façon transversale sur toute notre démarche. Ok, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Isabelle. Je vais donc rebondir sur le point que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la compétence financière. C'est une vraie question. Alors je vais me tourner vers Eric Marty, donc d'Emertech. Donc Emertech, c'est un fonds capital risque. Alors c'est assez intéressant, parce qu'il va pouvoir nous rappeler ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi, quel est l'intérêt pour les PME, et puis quelles sont les éventuelles relations qu'on a aujourd'hui avec Advancity. Bonjour à tous, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer. Alors au-delà d'Emertech, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail, je représente également le club Cleantech de la FIC, qui est en fait un club qui a été créé par l'Association française des investisseurs pour la croissance et qui rassemble tous les investisseurs qui sont intéressés par cette thématique des cleantech, du développement durable. Et l'intérêt de ce club, c'est qu'il couvre la chaîne de financement, aussi bien l'amorçage, que je vais représenter plus en détail aujourd'hui, mais également le développement, le financement d'infrastructures, etc. Donc, je vais vous parler plus précisément de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon métier, le financement d'amorçage. Mais sachez qu'il existe également des gens qui financent des sociétés à différents stades de développement et que si vous voulez les rencontrer, je vous invite à prendre contact avec l'association du Club Cleantech AFIC. Et comme ça, vous pourrez rencontrer le bon interlocuteur. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, concrètement ? Concrètement, nous apportons un complément financier important pour les PME, c'est des fonds propres. En général, une entreprise, lorsqu'elle se développe, elle a un premier réflexe, c'est d'aller chercher plutôt des financements publics. On va aller voir BPI France, on va aller voir un certain nombre d'interlocuteurs régionaux, chercher de l'argent public, mais ça ne suffit pas toujours. En général, on vous demande également d'avoir des fonds propres en contrepartie pour balancer ces fonds publics, et les sociétés de capital risque ou les sociétés de financement en général amènent un complément qui est le fonds propre ou le quasi-fonds propre. Donc, c'est-à-dire des prises de participation au capital des entreprises, minoritaires en général,
et une participation également assez importante à la dynamique de la société, à sa croissance. On s'implique assez fortement dans la structuration des opérations de cette société. Alors, Emertech, c'est une société qui a été créée en 1999. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 150 millions d'euros. Nous avons des bureaux à Paris et à Grenoble et nous sommes spécialisés dans le domaine de l'amorçage. Donc, financement des premiers tours de table des entreprises. En général, nous intervenons quelques années après la création, ou même parfois très très tôt, quelques mois après la création. Donc nous sommes capables de prendre beaucoup de risques, d'intervenir dans les sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires. Par contre, ce modèle de financement d'entreprise en fonds propres ne se prête pas à toutes les sociétés. Il se prête à des sociétés qui ont une certaine ambition, une volonté de croissance assez rapide. Il faut savoir que pour un fonds de capital risque comme celui que l'on gère, ou ceux qu'on gère, on a c'est un fonds de capital risque, donc beaucoup de risques, on en attend aussi beaucoup de retours. Donc ça veut dire que sur un portefeuille de 10 sociétés qu'on va financer avec un portefeuille comme le nôtre, on va avoir à peu près 2-3 sociétés qui ne vont pas fonctionner, et donc sur lesquelles on va tout perdre. 3-4 sociétés qui vont fonctionner à peu près correctement et on va récupérer notre mise. Et puis 3-4 sociétés qui vont très bien marcher, qui vont connaître une très forte croissance et sur lesquelles on va avoir un gros retour. Donc il faut savoir que des fonds comme les nôtres, on est assez sélectif sur les cibles que l'on va financer. Et donc c'est un modèle qui ne se prête pas à tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi que vous reteniez ce message. Le modèle du capital risque n'est pas un modèle qui s'adresse à toutes les sociétés. Pour essayer d'un petit peu mieux décrire la typologie des sociétés que l'on cherche à financer, nous cherchons essentiellement des sociétés technologiques qui ont un produit innovant, qui sont capables d'apporter une différenciation sur le marché et qui vont se positionner sur des marchés en forte croissance. Donc avec ces critères, ça restreint déjà le champ des possibles. Et c'est vraiment cette sélectivité que nous recherchons pour pouvoir développer les sociétés. Nos thématiques d'investissement, j'entendais tout à l'heure la présentation de cet institut de recherche qui vient d'être créé, la Efficacity. Alors, on est exactement dans cette thématique-là. Ce que nous recherchons, c'est des sociétés dans les nouvelles technologies de production d'énergie à bas CO2. Également tout ce qui est maîtrise de l'impact humain sur l'environnement, donc traitement d'eau, traitement de déchets, mais également tout ce qui est chimie verte et biosourcée, c'est-à-dire l'utilisation des matériaux renouvelables pour le bâtiment, mais également pour la chimie, pour l'automobile. Donc voilà, ce sont les grandes thématiques qui nous intéressent et il me semble que ce sont des thématiques qui sont tout à fait traitées par le pôle Advanced City. Pourquoi nous cherchons à interagir avec les pôles ? Alors, vous avez noté que Emertech est par exemple présent à Paris et à Grenoble. On a déjà fait cette démarche avec un certain nombre de pôles grenoblois que vous connaissez bien, Tenerdis en particulier, qui est très actif dans le domaine des énergies renouvelables, avec les gens de la région lyonnaise, Accélera, où nous avons aussi des contacts assez avancés. Et à Paris, nous avons un petit peu regardé quels étaient les acteurs des pôles qui pourraient être intéressants pour nos activités. Et il me semble qu'Accélera, de par son domaine d'intervention, Advanced City, de par son domaine d'intervention, est tout à fait en phase avec ce qu'on veut faire. Donc on souhaite se rapprocher d'Advanced City. Ensuite, vous avez compris qu'on cherche plutôt des sociétés dynamiques, innovantes, qui cherchent à se développer. Et il se trouve que c'est aussi dans les pôles qu'on trouve ce genre d'acteurs. D'où l'intérêt pour nous de faire partie de l'écosystème des pôles de compétitivité. Alors, je crois qu'il y a une initiative qui est en cours de mise en place sur la structuration d'un collège financier, d'un collège des investisseurs, labellisation. Tout ça, c'est très important. Donc, je vous invite effectivement à mettre en place cette structure. Ça permettra de formaliser un peu ce fonctionnement avec des financiers comme nous. Et en tout cas, moi, à titre personnel, enfin à titre d'Emertech, mais je pense également mes collègues du club Cleantech de la FIC, seront tout à fait volontaires pour venir appuyer cette démarche et participer à la structuration soit de ce collège de financiers, soit sur les aspects financement du pôle. Voilà, donc retenez que c'est les fonds propres, nous avons des fonds propres pour soutenir les entreprises, venir faire effet de levier sur les financements publics
que vous connaissez bien et que vous savez, je pense, déjà lever. Il y a aussi des fonds propres. Et ce sont des modèles qui s'appliquent à certaines sociétés, pas à toutes, notamment les sociétés innovantes, en rupture et en phase de croissance. Peut-être juste une petite précision, et pourquoi vous intéressez-vous aussi à vous rapprocher des collectivités? Parce que je n'ai pas précisé. Alors, c'est vrai qu'une des particularités du pôle Advancity, c'est la forte présence des collectivités locales et leur forte implication, au-delà de la présence simplement financière, ou de mettre un nom sur un transparent ou un logo. J'ai vu, en lisant les réalisations qui avaient été faites par le pôle, qu'il y avait une forte implication des collectivités locales. Et on se trouve souvent en but, quand on finance des jeunes startups innovantes, notamment dans le domaine de l'énergie ou de l'environnement, à essayer de faire des démonstrateurs. Il faut montrer que sa technologie marche, que les performances attendues sont là. Et pour faire ça, eh ben, il faut avoir des démonstrateurs. Et il me semble que la participation des collectivités locales dans le pôle Advancity facilite la réalisation de ces démonstrateurs. Et ça, c'est une vraie particularité, une vraie richesse du pôle. Ok, je pense que dans la table ronde qui suivra la note, il y aura quelques éléments de réponse à cette perspective. Écoute, merci beaucoup. Juste peut-être un dernier point. Je crois qu'il serait, pour avoir travaillé aussi quelque temps pour un fonds d'investissement, j'ai constaté que l'analyse des dossiers que nous faisions ou des projets que l'on porte en termes d'innovation était souvent assez proche de l'analyse que l'on fait en partie dans le fonds d'investissement. Et la question que je me pose, c'est comment pourrions-nous imaginer, et ça fait partie des réflexions pour demain, pour cette année, peut-être rapprocher nos méthodologies, nos tableaux de bord, peut-être nos deal flow, pour essayer d'identifier plus rapidement, plus efficacement les entreprises qu'il faudrait accompagner et financer. Souvent, on a des questions aujourd'hui, lorsqu'elles sont en phase d'innovation, relatives au financement. On n'a pas forcément les réponses ni les points d'entrée. Nous ne les avions pas. J'espère qu'on les aura très prochainement. Merci beaucoup. Très bien, donc maintenant je vais bonne transition pour Pacte PME. Donc Alexandre Harel va nous parler, nous présenter, rappeler pour certains, je l'espère, ce que c'est que le Pacte PME. Toujours très important parce que c'est quand même des dispositifs qui ont l'oreille des petites entreprises. Et puis, je crois que tu nous diras aussi un point sur la manière dont vous êtes organisé chez Cofidis Ineo, et notamment, puisque c'est un sujet stratégique, sur la manière dont vous embrassez l'innovation et la force de frappe des PME pour accompagner votre développement et celle des PME. Très bien, déjà je vous remercie de l'invitation. Donc effectivement, je représente, je suis membre du Pacte PME et sous couvert de Cofidis Ineo. Et donc je vais dans un premier temps vous expliquer un peu ce qu'est le Pacte PME. Donc le Pacte PME aujourd'hui, c'est une association qui regroupe à peu près 45 organisations professionnelles, 60 grands comptes. C'est vrai que la vocation de tous les membres du Pacte PME, c'est comment aider les PME à grandir ensemble dans un respect et des démarches équilibrées. Ça se traduit très souvent par, au-delà d'une volonté et une participation, par des plans d'action. Aujourd'hui, quand on est membre du Pacte PME, c'est pas effectivement un chèque qu'on fait en début d'année. Il y a un réel engagement de chaque membre, en tout cas ce que je peux dire pour la partie grand compte. Et effectivement, ça se traduit par des plans d'action qui expriment clairement comment se positionner sur tel sujet. Il y a derrière d'autres démarches qui vont se développer autour d'un document qui s'appelle Vademecum qui va expliquer les règles de fonctionnement en interne, parce que très souvent, quand quelqu'un participe à ce type de groupe de travail, lui a l'idée très claire de savoir comment ça marche. Après, dans les faits, dans nos organisations qui sont parfois un peu complexes, il faut souvent réexpliquer aussi à des entités qui sont chez nous opérationnelles qu'est-ce qu'on y fait, quel est l'intérêt, quel est le sens de tout ça. Et surtout, finalement, dans la relation le jour, très souvent, on peut le voir dans les notations qui sont faites dans des magazines, il y a des choses qui tombent, et à côté de ça, nos groupes sont toujours très complexes et très compliqués à vivre. Donc l'idée de ces actions, ce plan d'action de Vademecum et un bilan annuel, c'est vraiment d'apporter des éléments chiffrés et de vraiment pousser finalement l'ensemble des membres ensemble à trouver les meilleures approches, les meilleures solutions pour vraiment développer du business ensemble. Donc derrière le Pacte PME, vous avez un certain nombre de groupes de travail. Dedans, on va retrouver des organisations qui représentent des PME, des organisations qui représentent des grands comptes, parfois aussi d'autres organisations professionnelles. Et à chaque fois, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver des solutions et des approches où on va pouvoir utiliser aussi, bénéficier peut-être de l'expérience d'un grand compte qui a testé ça dans telle échelle à tel endroit, et on va tous pouvoir bénéficier de ce type d'informations. Donc, ça fait déjà 3-4 ans que je suis sur le sujet. C'est vrai que l'intérêt que j'y vois, c'est que vraiment ça nous aide aussi à grandir dans nos relations, et surtout, finalement, on peut bénéficier effectivement d'un benchmark qui est fait par d'autres grands comptes, mais surtout, c'est un accélérateur pour nous mettre en relation avec des PME qui sont effectivement
plus souvent innovantes, différenciantes, mais qui sont d'horizons très diverses. Et donc on profite finalement un peu de ce réseau. Donc aujourd'hui, Emmanuel Leprince, qui n'est pas présent, mais on va dire le patron opérationnel du pacte PME, et c'est présidé aujourd'hui par Fabrice Bréger, qui est le président d'Airbus également. Voilà. Donc ce que je veux juste vous amener aussi un dernier point, c'est que dans la gouvernance du pacte PME, il y a un comité de suivi qui analyse tous les ans les dossiers qui sont réalisés par les grands comptes. Et donc, ce comité de suivi va regarder est-ce qu'effectivement le grand compte a travaillé dans le bon sens, qu'il y a des échos positifs, des échos négatifs. Et s'il s'avère que on a un sentiment autour de ce comité de suivi qui est paritaire, hein, où il y a 3 grandes entreprises qui sont représentées, 3 organismes qui représentent les PME, des personnes qualifiées, ils analysent ces dossiers et ils vont effectivement regarder si effectivement le grand compte joue pas le jeu. S'il joue pas le jeu, ils peuvent le rencontrer, s'expliquer, et on s'autorise éventuellement demain à exclure un grand compte si on s'aperçoit qu'il travaille pas dans le bon sens. Donc ça, pour rebondir par rapport au premier point, qui était de dire l'adhésion au pacte PME est vraiment un engagement fort. On n'y va pas juste pour être sur le papier. Et tous les ans, c'est rebalayé. Et tous les ans, s'il y a un sujet sur lequel on dit nous, cette thématique ne nous intéresse pas, on veut pas trop y aller parce que c'est pas proche de nous, ils nous rechallengent l'année d'après en disant mais est-ce que vous avez vu dans vos réflexions, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, est-ce que vous avez pas, est-ce que ça fait pas partie de démarches qui vous intéresseraient, ils nous mettent en relation avec d'autres éléments. Et donc c'est vrai que finalement autour de cette association, on retrouve des contacts avec des PME jour le jour, des pôles de compétitivité, d'autres grands comptes, et c'est vrai que c'est souvent l'occasion encore une fois de faire grandir l'entreprise. Je me souviens que tu nous avais exposé le fait de promouvoir aussi des préconisations. Hein. Donc, vous avez vos différents ateliers produisent des résultats et vous faites une sélection des résultats et ça devient des précos que vous partagez avec le reste du monde. Hein. Ouais, tous les ans, suite à l'Assemblée générale, il y a des thématiques qui sont identifiées, qui vont déboucher sur des groupes de travail dans lesquels vont participer des représentants de grandes entreprises, des PME, des pôles de compétitivité potentiellement aussi, des collectivités. Et l'idée, c'est autour de la table de prendre une thématique un peu pointue qui peut parfois poser problème. Par exemple, souvent, quand on signe un contrat entre une PME et une grande entreprise, on a nous des structures juridiques qui sont un peu lourdes, qui fait que la PME a du mal à s'en sortir. Ça met des mois et des mois à trouver une issue favorable où chacun va trouver son compte. Et donc l'idée, c'était notamment autour de ce groupe de travail-là, d'identifier les points qui gênaient vraiment la PME au jour le jour dans sa vie quotidienne et de regarder concrètement comment on pourrait simplifier le sujet, faire une préconisation. Et l'idée, c'est qu'à l'issue finalement de ces groupes de travail, on arrive à faire sortir, peut-être émerger 4-5 idées majeures qui vont rentrer dans le référentiel des bonnes pratiques. Et qui vont demain être demandés dans chaque rencontre de dire, tiens, dans votre plan d'action sur cette thématique-là, mettez en œuvre ce type de bonne pratique. Donc c'est une boucle. Je trouve que cette initiative effectivement me paraît relativement intéressante. J'avais suggéré quand nous étions vus d'intégrer un sujet de réflexion, notamment sur les nouveaux types de consortiums qu'on pourrait imaginer dans le monde industriel, notamment de type revenue sharing, qui serait peut-être une perspective pour d'associations nouvelles entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ok, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle, surtout n'hésitez pas, nous avons quelques minutes à partager avec vous. Donc, pacte PME, filière, écoactivité, Emertech, fonds d'investissement. Vous êtes très discret. On a des amis dans la salle qui peuvent être intéressés également par la constitution de ce collège investisseurs financiers, partenaires financiers, qu'ils n'hésitent pas à donner leur avis, là, puisqu'on a quelques minutes, là. Parce que ça va être en gros une des nouveautés quand même du pôle, la constitution de ce collège, là, dans les mois qui viennent. Oui. Pardon. Bonjour. Non, c'était un avis plutôt d'une PME de la qualité de l'air d'Advancity comme retour d'expérience sur le financement. Effectivement, c'est quelque chose qui est très flou. Donc, merci de rendre ça plus clair pour les entrepreneurs. Et puisqu'il y a un mot très important qui a été prononcé, qui était subsidiarité, je rappelle au nom de l'Association des éco-entreprises de France que justement, il y aura un point sur les clés du financement début avril au Forum national. Et donc, j'imagine qu'avec Advancity, évidemment, avec le pacte PME, on aura tous à cœur de rendre tout ça plus lisible et plus efficace. Merci. Tout à fait. On sera présent, bien sûr, à ce forum-là. Merci.
Bonjour, c'était plus un témoignage et pour rebondir et reprendre votre avis sur justement qu'on est une jeune entreprise, start, moyennement up, ou enfin voilà, on a tous envie d'être en pleine croissance, mais on est voilà dans cette phase de démarrage, on développe nos activités, on a des difficultés de financement forcément, on fait du service d'un côté, on fait de la R&D de l'autre pour financer nos projets un peu plus techno, et on a besoin de territoires d'expérimentation. Très clairement, parce que quel que soit le sujet dans l'énergie, qu'on soit très tech, qu'on soit dans le développement de l'usage, etc. Et là, le retour d'expérience que je voulais partager avec vous, c'est que d'un côté, on a des financements publics à la mise en place de prototypes, mais pour lesquels on nous demande des fonds propres importants. Or, quand vous mettez déjà pas mal d'argent dans votre R&D, au moment de développer des protos, les fonds propres, vous n'en avez pas forcément assez. Et on n'a pas encore fait la démonstration de nos business models, ce qui fait qu'au niveau des Mertech, on ne vous intéresse pas forcément parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui la démonstration d'une forte croissance, etc., où on n'est pas sur la rupture techno qui va tout révolutionner, même si on sent que, voilà, on est. Et justement, dans vos réponses, quelle est la réponse pour ce besoin-là, c'est-à-dire celui où on n'a pas les fonds propres, les 100 000 euros qui font que vous allez pouvoir, sur un financement de proto, nous amener 50 000 euros de financement public et n'y être dans un cas de rupture technologique ou de forte croissance. Merci, c'est un témoignage question quand même. Donc je pense qu'on va partager les réponses avec Damien. Effectivement, la levée de fonds propres, c'est un des outils qu'on va mettre en place, c'est avec un accompagnement. Ça se matérialise par le label Entreprise Innovante d'Épaule. Je pense que la grave erreur, ce serait pour nous de faire rentrer toutes les entreprises qui ont besoin de fonds dans le dispositif label Entreprise Innovante d'Épaule. Parce qu'au final, on se retrouve face à des gens comme Emertech, justement, qui eux disent « Mais non, mais moi je vous l'ai dit, je ne fais pas du tout ça. » Donc je pense que là, la valeur ajoutée du pôle, c'est de mettre en place un processus d'ingénierie du financement qui prenne très tôt compte des besoins des entreprises. Aujourd'hui, à moins qu'on me contredise, il y a des fonds publics à toutes les étapes de la chaîne de financement. La question, c'est de bien les mobiliser et de répondre au cahier des charges de ces véhicules. Et c'est ça qu'on propose de faire. Voilà. Donc dans le collège des investisseurs, très concrètement, je pense que si on n'a pas une représentation des outils type Fonds national d'amorçage, voilà, il nous manque quelque chose. Et on est en train de bâtir ce collège d'investisseurs dans ce sens-là pour avoir une exhaustivité des acteurs qui vont pas seulement être des financeurs, mais qui, je pense, j'espère, contribueront à l'évaluation des dossiers pour justement après alimenter les dispositifs dont les dispositifs régionaux et que ce soit vertueux comme système. Oui, juste en complément, Emertech c'est effectivement un modèle de capital risque et voilà, nous l'assumons et c'est là-dessus que nous avons construit notre propre stratégie. Donc nous y tenons. Maintenant, je pense que même pour financer des startups en démarrage, même pour faire des petits investissements d'une centaine de milliers d'euros pour faire des démonstrateurs, il y a des fonds en fonds propres qui sont aujourd'hui, je pense, accessibles. Ça a déjà été cité, mais il y a eu une initiative du commissariat à l'investissement qui s'appelle le Fonds national d'amorçage, qui a financé beaucoup de structures. Aujourd'hui, il doit y avoir une quinzaine de fonds qui ont été financés et qui sont là pour financer des startups en phase d'amorçage. Et il y a même des fonds sur la région parisienne dédiés à ce type d'activité qui ont été financés. Donc je vous appelle, je vous invite plutôt à essayer de prendre contact avec l'ensemble de ces équipes et de voir s'ils ne peuvent pas vous faire quelque chose dans votre cas en particulier. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez, et je parle d'Emertech, on n'a pas besoin que le business model soit démontré pour financer une société. C'est pas ça c'est pas un des critères déterminants. Au contraire, donc, quand on met un premier ticket dans une société qui va être de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros, imaginons, les 3 points que l'on cherche à démontrer avec l'entrepreneur au travers de ce premier investissement, c'est justement 1, que sa techno fonctionne correctement et comme il nous l'a dit, 2, que le marché, il y a un marché pour cette technologie, c'est-à-dire qu'il y a des clients, il y a des gens qui sont prêts à payer, faire un chèque, un vrai, et 3, qu'on a une visibilité sur le business model et qu'un jour cette société pourra gagner de l'argent. Donc ça fait partie des choses qu'on finance. C'est pas un prérequis avant l'investissement. Voilà, juste pour éclairer un petit peu notre stratégie d'investissement.
Alors, juste peut-être un tout petit dernier point. Je suis complètement en ligne avec ce qui vient d'être dit. Une des fonctions. Alors aujourd'hui, Paris Région Entreprise, le service ne s'occupe pas des startups. On est sur la phase juste après, on va dire. Demain, on travaillera sans doute sur des entreprises à potentiel. Donc, on va définir avec la région où commence le potentiel, mais je pense que ça fait partie du champ. Il y a énormément de financements qui existent. Il faut aller trouver le bon. Et la difficulté, c'est d'aller trouver le bon. Ça, c'est la grande difficulté. Et ça fait partie que ce soit d'ailleurs des capitales liées au public ou pas. Il y a les deux. Donc ça fait partie d'un accompagnement généraliste que d'aller chercher, y compris dans le privé, ce qui est la bonne solution. Il y a la partie financement, il y a le terrain d'expérimentation, donc la collectivité ou l'industriel qui va le faire. Et puis il y a le partenariat avec un grand groupe. Et ça, nous aujourd'hui à l'agence, on travaille là-dessus avec des fonds de grandes entreprises internationales qui amènent dans leur bagage, en plus des fonds qu'elles ont, c'est toutes les grandes entreprises et leur capacité de R&D, de développement et d'expérimentation. Donc il y a des partenariats de développement qui se mettent en place avec des grands comptes internationaux et qui à ce moment-là, ça remplace pas des fonds, mais en tout cas il y a une partie des développements qui sont pris avec ces grands comptes. Alors il se trouve qu'aujourd'hui on a commencé, c'est l'histoire de l'agence avec des fonds, avec des grandes entreprises internationales. Je pense qu'on va évoluer et qu'on aura des partenariats pour aller vers des grands comptes français qui finalement sont dans la même démarche. C'est une démarche qui est de plus en plus courante, en tout cas à l'international. C'est lié à l'open innovation. C'est cette façon de faire l'innovation en allant la chercher là où elle est, c'est-à-dire peut-être un peu moins dans les centres de R&D et peut-être un petit peu plus dans ces petites structures qui émergent et qui ont plein d'idées. C'est quelque chose qui est extrêmement porteur, et quand on l'a mis en face des grandes entreprises internationales avec ce qui se passait dans l'écosystème francilien, on a eu le waouh effect, vraiment. Et je peux vous dire que il y a y compris des décisions d'investissement qui sont en train de se faire, qui viennent de là, qui viennent du fait qu'elles ont vu les startups, qu'elles ont vu l'écosystème d'innovation francilien, et qui se sont dit waouh, je savais pas que c'était ça l'Île-de-France, quoi. Oui, non, c'était juste, on avait participé à une réunion où il y avait effectivement dans le sein du pacte PME des grandes agglomérations qui venaient de rentrer. Donc Toulouse Métropole, la ville de Grenoble. Et c'est vrai, une des difficultés qu'elles avaient aussi, c'était, compte tenu par les codes de marché public, elles avaient des difficultés à pouvoir travailler en direct avec des PME. Et donc l'idée, c'était lors de cette réunion d'échanger en disant, vous, grande entreprise, comment vous faites? Bon. Et une des propositions qu'on a amenées sur la table, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, au-delà des grands noms, finalement, les grandes entreprises ou les grands groupes ont quand même un ancrage territorial. Et sont quand même en prise directe avec un tissu de sociétés, partenaires qui connaissent dans les régions, et souvent aussi la ville, même si elle est intéressée à développer un démonstrateur, elle a besoin quand même aussi d'avoir un soutien parfois aussi de tout le monde dans la boucle pour pouvoir aussi fédérer, grouper. Et c'est vrai que souvent, quand l'idée de l'émergence des micro-lots s'est développée, à un moment, c'est aussi un peu compliqué aussi pour les équipes de suivre des dossiers. Et donc, le fait de se dire demain, est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur un des grands donneurs d'ordre, grands comptes, qui va peut-être un peu fédérer l'équipe, mais qui va derrière avoir l'engagement d'associer, de partir avec des sociétés innovantes, des PME, pour pouvoir aller plus loin, c'est aussi un des rôles qu'on peut jouer. Et souvent, ça permet aussi vis-à-vis de la ville de lui garantir aussi une pérennité de la solution. De dire que demain, on va faire un démonstrateur à un point et on va s'apercevoir que ça fonctionne, que ça marche très bien. Ok, c'est quoi la suite? Il faut le déployer, il faut le mettre en œuvre, il faut l'élargir et le déployer. Et c'est là où nous, on peut arriver aussi en soutien. Si effectivement nos équipes ont participé au premier prototype, ils sont un peu familiarisés avec le sujet, on essuie les plates et derrière, on peut accélérer aussi le déploiement et la mise en œuvre. Et très souvent, les PME un peu innovantes sont aussi dans la difficulté de se dire « Ok, je sais que ça fonctionne, maintenant, comment je fais pour élargir, déployer ?» Et parce que c'est une course, c'est une vitesse aussi pour être le premier à la mettre en œuvre. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie. Il y a peut-être une petite dernière question. Oui, une petite dernière question. On la glisse rapidement. Patrick Urpin, on est une petite société innovante qui s'appelle Makoto. Et nous avons écouté avec intérêt ce que vous avez dit. Mais on pense qu'on a besoin de recherche de tiers de confiance pour accompagner mon voisin de gauche. C'est les agglomérations.
On est labellisé par les pôles, on a des FCPI labellisés OSEO BPI, et puis on arrive devant une ville qui se pose des questions parce qu'elle n'est pas forcément sachante. Et puis le pôle, elle dit c'est bien, vous êtes labellisé, mais FCPI, ah oui, c'est quoi Fonds commun de placement et innovation, qui ouvre droit au marché public de l'innovation, mais elle ne sait pas trop. Et puis là, il y a des questions, il y a du temps qui passe. Et vous savez comme nous que le temps, c'est la mort de l'innovation pour les petites entreprises. Et là, je me demande s'il n'y a pas une recherche de tiers de confiance. Parce qu'on est nombreux, hein, Pôle, tout le monde, les guichets, tout ça c'est très nombreux. Pour les petites entreprises, c'est beaucoup de temps. On n'est souvent pas salariés, on a mis notre argent personnel. Donc là, il y a peut-être une recherche de tiers de confiance, et je pense à une chose précisément, excusez-moi, j'y arrive, c'est les marchés publics sont limités à 15 000 euros. En dessous, on décide, c'est du marché gré à gré. Est-ce que tout cela, on ne pourrait pas dire, une ville qui s'intéresse à un minimum de choses, va accepter dans la labellisation FCPI & Co, où beaucoup d'entreprises ont déjà beaucoup donné pour ne pas recommencer, à essayer de convaincre, de dire, messieurs, dames des grandes agglomérations, moins de 15 000 euros, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit ticket qui fait le tiers de confiance? Quand on va aller voir Emertech, on va lui dire, on a 3 études à 12 000, 14 000 euros. Ils vont dire, c'est bien, vous avez un début de CA, c'est un peu de l'amorçage convaincant, et on va y aller. Parce que nous, on a un produit Green Tech, on a un produit pour les villes durables, on répond aux 3 critères d'Emertech. On est labellisé, on a des brevets. Alors, pour lutter contre le temps, j'ai envie de dire qu'il faudrait rassembler nos énergies, les hiérarchiser et faire en sorte que les petites entreprises arrivent à monter ce mât de cocaïne qui est difficile, d'étape à étape. On sait tous qu'il y a des financements, ce qu'a dit madame, mais c'est très long à trouver. Et luttons contre le temps, s'il vous plaît. Et si on pouvait donner plus de réponses rapides qui permettent une échelle de valeur aux petites entreprises. D'ailleurs, on est comme des insectes, on n'arrive pas à monter très vite, très haut. Il faut nous faire une échelle. Alors, vous me permettez à la fois de conclure la table ronde. J'espère que nous aurons contribué à justement donner cet éclairage, cet effort de simplification et puis cette capacité d'accueillir les entreprises pour justement les guider et non pas les noyer. Donc je pense que tout le monde fait autour de cette table des efforts et j'espère que vous pourrez le partager et en profiter. Juste un point quand même sur cette idée de tiers de confiance, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'en général on fait intervenir un tiers de confiance dans un modèle économique avec une vraie valeur ajoutée. Cette notion de tiers de confiance qui pourrait supporter encore plus fort la PME innovante pourrait être, mais c'est une suggestion, alors c'est un vrai sujet de réflexion, une des missions du pôle, avec potentiellement des effets de bord ou retombées écologiques qui seraient des changements sur la manière de pouvoir engager certains marchés. Je vous remercie tous pour cette table ronde. Je vous remercie.